Ma mère m'a renié parce que j'ai refusé de payer le mariage de ma sœur Dorée. Alors, j'ai repris la maison dans laquelle elle vivait. Et ce qui s'est passé ensuite les a bouleversés. Ma mère, Marie, 62 ans, a 2 enfants. Moi, Claire, 42 ans, et ma sœur cadette, Camille, 37 ans. Depuis le jour où Camille était née, c'était comme si je n'existais plus. Je ne veux pas paraître dramatique, mais c'est la vérité. Camille est née sous poids et fragile. Donc, naturellement, ma mère était très protectrice envers elle. Je comprends, ça a dû être effrayant pour elle. Mais au lieu que Camille soit simplement le bébé de la famille, elle est devenue la seule enfant qui comptait pour Marie. Camille était cette petite chose fragile et maman la traitait comme une princesse. Tout tournait autour de Camille, ses besoins, ses envies, ses humeurs. Par exemple, Camille n'aimait pas manger seule, alors maman la nourrissait à la main jusqu'au collège. Si Camille avait un projet scolaire ou des devoirs, maman les faisait pour elle. Et si Camille n'avait pas envie d'aller à l'école, maman la laissait rester à la maison sans poser de questions. Moi, pendant ce temps, je n'étais pas vraiment ignoré. J'avais de la nourriture, des vêtements et les nécessités de base. Mais émotionnellement, j'étais seul. Maman ne s'intéressait jamais vraiment à ma vie, sauf si cela concernait Camille. Une fois j'avais environ 10 ans, j'avais un rendez-vous chez le dentiste que maman a oublié parce qu'elle était occupée au spa. Je me suis retrouvé à attendre devant l'école pendant des heures, jusqu'à ce qu'un ami de la famille me remarque et me ramène à la maison. Quand je suis rentré, maman a agi comme si ce n'était pas grave. Elle a juste dit « Oh, je pensais que tu t'en sortirais ». Mon père, François Paix, à son âme, était le seul qui me voyait vraiment. Il travaillait beaucoup, donc il n'était pas à la maison autant que je l'aurais voulu, mais quand il était là, il faisait un effort. Papa et moi sortions en cachette pour aller manger une glace ou regarder des films ensemble quand Marie et Camille étaient occupées. Il me donnait un peu d'argent en plus pour les sorties scolaires ou mon anniversaire et me disait de ne pas en parler à maman. Avec du recul, je pense qu'il essayait de compenser le fait que je me sentais négligé. Mais aussi fort que papa essayait, le favoritisme était impossible à ignorer. Camille avait toujours le meilleur de tout. Si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'avoir ou économiser. Camille, elle demandait simplement, et cela apparaissait comme par magie. Un Noël, j'ai demandé un vélo. Camille a demandé la même chose à la dernière minute. Le matin de Noël, il y avait un vélo tout neuf sous le sapin pour elle. J'ai eu une paire de chaussettes. Quand j'ai demandé pourquoi maman a dit « Tu es l'aîné. Tu peux économiser et t'en acheter un toi-même. » Ce n'était pas seulement les choses matérielles. Marie était obsédée par le bonheur de Camille. Si Camille avait un petit souci comme une amie qui ne lui répondait pas ou une mauvaise note, maman intervenait immédiatement pour arranger les choses. Mais si j'étais contrarié pour quelque chose, on me disait d'arrêter de dramatiser ou de me débrouiller comme une adulte. J'ai vite appris à ne pas aller la voir pour quoi que ce soit. Camille profitait de tout, bien sûr. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Elle vivait un rêve. Elle n'avait rien à faire puisque maman faisait tout pour elle. Au point que Camille n'a même pas appris les compétences de base de la vie. Mais la mannequin, elle ne savait pas cuisiner, nettoyer, ni même gérer son propre emploi du temps. Maman la protégeait de tout ce qui rendait Camille complètement dépendante d'elle. Ce n'est qu'au lycée que j'ai compris à quel point cette dynamique était toxique. Camille pleurait auprès de maman à quel point ses cours étaient difficiles, et maman faisait ses devoirs pour elle. Quand Camille a échoué au lycée, maman a blâmé les professeurs disant qu'ils ne comprenaient pas ses besoins uniques. Elle s'est même disputée avec le proviseur pour faire modifier les notes de Camille. Ça n'a évidemment pas marché, mais cela montrait jusqu'où Marie était prête à aller pour protéger Camille de toute responsabilité. Moi, en revanche, on s'attendait à ce que je sois indépendante. Si j'avais des difficultés à l'école, je devais me débrouiller toute seule. Si je voulais faire des activités extrascolaires, je devais les payer avec mon argent de babysitting. Et si jamais j'osais me plaindre, Marie disait « Tu es la grande sœur. Tu dois donner l'exemple. » Quand j'ai eu mon bac, je n'attendais qu'une chose, partir. J'ai été accepté dans une université à Paris et je ne me suis pas retourné. Partir a été la meilleure décision de ma vie. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je n'avais plus à me comparer sans cesse à Camille ou à me battre pour attirer l'attention de Marie.
Je pouvais simplement être moi. Pendant ce temps, Camille restait à la maison. Elle n'est partie qu'à 26 ans pour se marier. Même à ce moment-là, Marie était toujours sur son dos. Elle appelait Camille 5 fois par jour pour prendre de ses nouvelles. « Qu'as-tu mangé? Que portes-tu? » Sinon, comment va ton mari? C'était ridicule. Marie débarquait même à l'improviste pour nettoyer chez Camille ou lui apporter des courses. Alors que Camille et son mari étaient parfaitement capables de le faire eux-mêmes, de mon côté, je vivais ma vie. J'ai fini mes études, trouvé un emploi et commencé à construire mon avenir. Papa restait en contact, m'appelait régulièrement et venait même me rendre visite quand il pouvait. Marie, pas tellement. Elle envoyait de temps en temps un message pour mon anniversaire ou commentait mes publications Facebook, mais c'est tout. Honnêtement, ça m'allait très bien. J'étais plus heureuse sans ses critiques constantes et son favoritisme qui me pesait. Avec du recul, je pense que l'obsession de Marie pour Camille était une question de contrôle. Elle voulait que Camille ait besoin d'elle pour toujours, alors elle ne l'a jamais laissé grandir. Pendant ce temps-là, on m'a poussé hors du nid très tôt, forcé à me débrouiller seule. Ça m'a fait mal à l'époque, mais maintenant, je vois ça comme une bénédiction. J'ai appris à me débrouiller toute seule, tandis que Camille est devenue complètement dépendante de Marie. Mais même après mon départ, la dynamique n'a jamais changé. Camille était l'enfant doré. Marie sa complice et moi l'oublié. C'est drôle. Enfin drôle dans ce sens triste du terme. Comme certaines choses ne changent jamais. Il y a 11 ans, tout a changé. Papa a commencé à beaucoup tousser, ce qui au début ne paraissait pas grave. Il pensait que c'était des allergies ou un rhume persistant. Mais les semaines sont devenues des mois et il n'allait pas mieux. En fait, il empirait. Il était toujours fatigué, essoufflé et plus lui-même. Pourtant, il continuait à travailler parce que c'était le genre d'homme qu'il était. Travailleur altruiste, toujours à penser aux autres avant lui. Marie, ma mère, ne semblait guère s'en apercevoir. Trop occupée par ses habitudes, les rendez-vous au spa, les cours de yoga et tout ce qui remplissait ses journées. Camille, ma sœur, vivait de nouveau à la maison après l'échec de son premier mariage. Elle ne travaillait pas et n'avait pas l'air très concernée par la santé de papa non plus. On aurait dit qu'elle ne voulait pas faire face à l'inconvénient de reconnaître qu'il y avait un problème. J'habitais à Paris à l'époque, développant ma carrière et essayant de garder mes distances avec tous les drames familiaux. Papa et moi parlions régulièrement et je sentais bien que quelque chose n'allait pas lors de nos appels. Il semblait plus faible, plus fatigué. Quand je lui demandais s'il avait vu un médecin, il éludait disant qu'il allait bien, mais je savais que non. Les choses ont dégénéré quand il est finalement allé à l'hôpital après une grosse quinte de toux. Le diagnostic, une infection pulmonaire sévère. J'ai tout laissé tomber et je suis rentré à la maison dès que je l'ai appris. Quand je suis arrivé, j'ai été horrifié. Papa était allongé tellement frêle et malade et pourtant il était seul. Marie et Camille étaient parties se faire les ongles. Quand elles sont revenues, Marie a fait semblant d'être surprise de me voir. Elle a même essayé de me prendre dans ses bras, mais je n'étais pas d'humeur. Je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas avec papa et elle a trouvé une excuse pour dire qu'elle devait faire des courses. Il était évident qu'elle revenait du spa. Elles étaient toutes les deux fraîchement manucurées et portaient des sacs de shopping. L'hôpital a gardé papa et je suis resté à ses côtés autant que possible. Marie passait de temps en temps, mais seulement quelques minutes à la fois. Camille, elle venait à peine disant que c'était trop dur de le voir comme ça. Pendant ce temps, je gérais tout, je parlais au médecin, je m'occupais de ses médicaments et j'essayais de le garder à l'aise. Je dormais même sur une chaise à côté de son lit la plupart des nuits. Le manque d'implication de Marie était exaspérant. Elle ne travaillait pas, donc ce n'est pas comme si elle était trop occupée, mais elle agissait comme si aller à l'hôpital était un immense inconvénient. Je n'oublierai jamais le jour où elle a dit « Il est entre de bonnes mains avec les infirmières. » Qu'est-ce que je suis censé faire? Juste rester assise. Oui, Marie, c'est exactement ce que tu es censé faire. Être là pour ton mari. Après une semaine à l'hôpital, papa est sorti. Il avait encore besoin de soins constants. Alors, nous avons embauché une infirmière à domicile. Marie était censée s'impliquer davantage, mais elle était aussi peu fiable que jamais.
Elle oubliait de lui donner ses médicaments à l'heure ou partait des heures faire des courses et revenait avec des sacs de shopping. Une fois, elle était censée aller chercher une bouteille d'oxygène, mais elle a préféré passer au salon de beauté d'abord. Quand elle est rentrée, j'avais déjà dû faire livrer la bouteille par quelqu'un d'autre. Camille n'était pas mieux. Elle disait qu'elle ne supportait pas de voir papa dans un état aussi vulnérable, donc elle l'évitait. Elle restait dans sa chambre presque tout le temps sur son téléphone ou devant la télé. À un moment, pendant une des pires périodes de papa, elle est même partie en vacances avec ses amis. Elle m'a laissé tout gérer seule. J'ai fini par démissionner pour m'occuper de papa à temps plein. Je ne faisais pas confiance à Marie ou Camille et honnêtement, je ne voulais pas le laisser seul avec elle. Il méritait mieux. Je cuisinais ses repas, l'aidais avec sa rééducation et veillais à ce qu'il ait de la compagnie pour ne pas se sentir seul. C'était épuisant, mais je l'aimais et je recommencerais sans hésiter. Marie a essayé de faire plus d'efforts quand l'état de papa s'est aggravé. Mais c'était trop tard. Elle restait assise à côté de lui, mais restait scotchée à son téléphone à poster sur les réseaux sociaux ou à discuter avec Camille. On aurait dit qu'elle n'était même pas capable de lui donner toute son attention. Et Camille, elle ne venait que quand Marie la culpabilisait. Et même là, elle trouvait des excuses pour partir au bout de quelques minutes. Papa est décédé quelques mois plus tard. Il était entouré de moi, de l'infirmière et de quelques amis venus lui dire au revoir. Marie et Camille n'étaient pas là. Marie était partie à une retraite bien-être et Camille sortait avec des amis. Je les ai appelées toutes les deux quand il était clair que papa n'en avait plus pour longtemps, mais aucune n'est venue. Les funérailles sont passées dans le brouillard. J'étais dévasté et épuisé, mais je devais encore gérer les bêtises de Marie et Camille. Marie a passé la plupart de la cérémonie à parler à ses amis de combien la mort de papa était inattendue, comme si elle n'avait pas ignoré tous les signes avant-coureurs pendant des mois. Camille pleurait bruyamment, jouant la grande peine, mais ça sonnait tellement faux. Il ne s'était pas soucié de lui quand ça comptait. Quelques semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'avocat de papa au sujet de son testament. Je n'attendais pas grand-chose, peut-être un petit héritage ou un souvenir, mais quand j'ai rencontré l'avocat, j'ai été stupéfaite. Papa m'avait tout légué. La maison à Lyon, ses économies, son patrimoine. Marie et Camille n'ont rien eu. Ça m'a brisé le cœur de penser à la douleur que papa a dû ressentir dans ces derniers émois, sachant à quel point sa femme et sa fille cadette se fichaient de lui. Tout me laisser était sa façon de dire qu'il me voyait, qu'il appréciait tout ce que j'avais fait pour lui. Mais ça a aussi déclenché une tempête. Marie et Camille étaient furieuses en l'apprenant. Camille a littéralement hurlé sur l'avocat, disant que c'était impossible que papa ait fait ça. Marie m'a appelé pour exiger que je partage l'héritage. J'ai refusé. J'ai coupé les ponts avec Marie et Camille. C'était nécessaire pour ma santé mentale. Leur colère à propos du testament et leur sentiment d'y avoir droit était épuisant. Je suis retourné à Paris, me suis concentré sur la reconstruction de ma vie et j'ai fini par rencontrer mon mari. Nous nous sommes mariés, avons eu un bébé et avons déménagé à l'étranger pour son travail. Un nouveau départ. Et honnêtement, je n'ai pas ressenti le besoin d'en informer Marie ou Camille. Quelques années plus tard, j'ai eu une fille. Sans me prévenir, Marie s'est présentée chez moi. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, donc la voir sur le pas de ma porte m'a choqué. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, plus fatiguée. Elle s'est excusée à pleurer et a dit qu'elle voulait faire partie de la vie de ma fille. Elle a même admis qu'elle regrettait la façon dont elle m'avait traité en grandissant. Elle disait vivre avec la culpabilité depuis la mort de papa et voulait juste se racheter. Pour être honnête, je ne lui faisais pas confiance, mais j'ai décidé de lui donner une chance. Pendant un temps, tout s'est bien passé. Marie appelait en visio pour prendre des nouvelles de ma fille et envoyait parfois des cadeaux. Ça semblait enfin normal, mais comme prévu, les allusions ont commencé. Marie glissait que la vie était dure pour elle financièrement, ou à quel point sa situation était difficile depuis que j'avais tout pris. Je faisais semblant de ne pas entendre. Il y a environ un mois, Marie m'a appelé. Elle avait l'air enthousiaste, ce qui m'a tout de suite mise sur mes gardes, parce que Marie n'appelle jamais sans raison.
Elle a commencé la conversation par des banalités demandant des nouvelles de ma fille et de mon mari, ce qui était déjà bizarre. Puis elle a lâché la bombe. Camille allait se remarier. Pour rappel, le premier mariage de Camille avait duré 1 an. Elle était revenue vivre chez Marie et n'avait jamais vraiment repris sa vie en main. Je n'avais pas parlé à Camille depuis plus de 10 ans, donc cette nouvelle sortait de nulle part. Marie a continué à parler de combien ce mariage comptait pour Camille, à quel point c'était un nouveau départ, et combien cela rendrait la famille heureuse. J'ai été poli, je l'ai félicitée et j'ai pensé que ça s'arrêterait là. Mais non, bien sûr. Marie a alors dit quelque chose comme « Tu sais, c'est vraiment dur pour Camille d'organiser ce mariage avec son budget. Elle mérite une belle journée après tout ce qu'elle a traversé. » Je suis restée silencieuse parce que je savais où elle voulait en venir. Finalement, elle l'a dit. « J'espérais que tu pourrais aider pour les frais. C'est bien le moins que tu puisses faire vu tout ce que ton père t'a laissé. » J'étais sidérée. D'abord, Camille et moi ne nous parlons même pas. Ensuite, à quel point faut-il être culotté pour demander à quelqu'un de payer un mariage auquel il n'est même pas invité? Parce que, oui, Marie m'a clairement fait comprendre que je n'étais même pas sur la liste des invités. Quand je l'ai souligné, Marie a essayé de se rattraper, disant « Oh, on imaginait que tu ne voudrais pas voyager avec un bébé, mais bien sûr, tu es la bienvenue. Tu n'as pas besoin d'invitation. C'est le mariage de ta sœur. » Je lui ai dit franchement « Non, je ne paierai rien. » Elle a essayé de me culpabiliser, disant que c'était ma responsabilité d'aînée d'aider Camille. Elle a même reparlé de l'héritage de papa, disant que je gardais égoïstement la fortune familiale, alors que Camille galérait. Je lui ai rappelé que Camille et moi n'avions aucune relation, et que si elle voulait de l'aide, elle pouvait me contacter elle-même. Évidemment, Camille ne l'a jamais fait. Marie n'a pas accepté mon refus. Pendant les semaines suivantes, elle m'a bombardé de textos et de messages vocaux, toujours le même refrain. J'étais égoïste. Je me fichais de la famille. Je laissais tomber Camille. Elle a même dit « Si tu n'aides pas, tu ruineras le grand jour de Camille, et tout le monde saura que c'est de ta faute. » Le truc, c'est que Marie et Camille agissaient comme si je leur devais quelque chose. Mais où étaient-elles quand j'avais besoin d'aide? Quand papa était malade, c'est moi qui ai tout laissé tomber pour m'occuper de lui. C'est moi qui suis resté à ses côtés pendant qu'elles continuaient de leur vie. Et maintenant, après des années de silence, elles s'attendaient à ce que je vienne tout arranger. Absolument pas. Marie a poussé plus loin en affirmant que Camille avait déjà réservé la salle et payé des acomptes pour la décoration, le traiteur, les musiciens. Elle disait qu'annuler serait une humiliation pour la famille, car les invitations étaient déjà envoyées. Je lui ai demandé comment elles avaient pu tout planifier si elles n'avaient pas les moyens. Sa réponse: « On comptait sur toi. » C'en était trop. J'ai dit à Marie qu'elle devait se débrouiller, que je ne leur donnerais pas un centime. Elle s'est mise à pleurer, disant que, si je n'aidais pas, elle n'aurait pas d'autre choix que de me rayer de sa vie. J'ai ri et dit « Tu m'as déjà traité comme si je n'existais pas? Quelle différence ?» J'ai raccroché et je l'ai bloqué. Mon mari a soutenu ma décision, mais il m'a prévenu qu'il y aurait peut-être des réactions de la famille élargie. Il avait raison. Quelques proches m'ont appelé en disant que je devrais être au-dessus de ça et aider parce que la famille, c'est la famille. Mais où était toute cette sollicitude quand Marie et Camille me traitaient comme une moins que rien? Je les ai ignorés et j'ai tenu bon. Le dernier message de Marie était une boîte vocale où elle disait « Si tu peux vivre avec l'idée de ruiner le mariage de ta sœur, alors tu n'es pas la personne que je croyais. » Je n'ai pas répondu et honnêtement, je n'en ai pas l'intention. J'ai trop passé ma vie à me plier en quatre pour des gens qui ne l'apprécient pas. J'en ai fini. Après le drame du mariage, c'était fini. Marie et Camille avaient dépassé les bornes. Je les laissais vivre gratuitement dans la maison de Lyon que papa m'avait léguée depuis plus de 10 ans. J'imagine qu'une partie de moi pensait que c'était plus simple ainsi. Je ne voulais pas affronter le drame de les mettre dehors, surtout juste après le décès de papa. Mais au fil des années, j'ai compris qu'elles n'avaient aucune gratitude, aucun respect pour moi et aucune intention de changer. Revenons un peu en arrière.
Quand le testament de papa a été lu, Marie et Camille étaient furieuses qu'il m'ait tout laissé. Marie soutenait que c'était sa maison, puisqu'elle y vivait depuis des décennies. Camille a piqué une crise hurlant que c'était injuste. Mais la vérité, c'est qu'aucune d'elles ne méritait un centime. Papa m'a laissé la maison parce qu'il a vu à quel point j'ai pris soin de lui pendant ces derniers mois. Pendant qu'elle ne prenait même pas la peine de venir la plupart du temps, c'était sa façon de dire « je te vois et je t'apprécie ». Même après avoir tout hérité, je les ai laissés rester dans la maison. Je pensais que peut-être elle changerait. Marie a continué à agir comme si la maison lui appartenait, louant une chambre pour payer ses dépenses personnelles, sans jamais proposer de me verser un loyer. Camille me traitait de méchante, racontant à la famille que j'avais manipulé papa pour qu'il l'arrête du testament. Elles n'ont fait aucun effort pour arranger la relation, mais elles profitaient bien de vivre dans une maison gratuite. Aujourd'hui, après la demande ridicule de Marie que je paye le mariage de Camille et ses tentatives de manipulation, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai appelé mon avocat et fait rédiger un avis d'expulsion. Quand Marie l'a reçu, elle est devenue folle. Elle m'a appelé en hurlant « Tu ne peux pas m'expulser, c'est ma maison. J'y vis depuis 45 ans, ça. » Je lui ai calmement rappelé que la maison m'appartenait légalement et qu'elle avait 30 jours pour partir. Camille, bien sûr, est montée au créneau. Elle m'a insulté de tous les noms, m'accusant d'être sans cœur et cupide. Selon elle, je n'ai pris soin de papa que pour l'héritage. C'était risible. C'est elle qui rendait à peine visite à papa quand il mourait. Et pourtant, c'est moi la méchante. Marie a tout essayé pour me faire changer d'avis. D'abord, elle a joué la dure. « Je te défie de me mettre dehors. Je ne bougerai pas. » Puis elle s'est radoucie, disant qu'elle était trop vieille pour recommencer ailleurs et que la maison était tout ce qui lui restait. Elle a même pleuré sur le fait qu'elle louait une chambre pour s'en sortir, comme si ce n'était pas justement la chambre dont j'aurais dû retirer un loyer depuis des années. Rien n'a marché. La goutte d'eau, c'est quand elle a essayé de me culpabiliser. « Qu'est-ce que ton père dirait s'il te voyait mettre ta mère à la rue? » Je lui ai répondu « Papa m'a laissé la maison pour une raison. Peut-être que si tu avais pris soin de lui, ne serait-ce qu'à moitié, autant que tu prends soin de tes rendez-vous au spa, il serait encore là. C'était dur, mais j'en avais assez d'édulcorer les choses. » Marie a fait ses choix, maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Camille n'a pas bien pris l'expulsion non plus. Elle a dit à Marie de venir vivre chez elle temporairement, mais pas sans s'en vanter auprès de toute la famille, prétendant qu'elle n'avait besoin de rien de moi. C'était tellement théâtral, comme si elle voulait des applaudissements pour le strict minimum. Marie est partie au 26e jour du préavis de 30 jours. Je n'ai même pas pris la peine de venir. J'ai engagé un gestionnaire pour la remise des clés. Une fois la maison vide, je l'ai fait nettoyer et rénover. J'ai décidé de la louer au frère d'un ami de confiance. Ça m'a soulagé de savoir que la maison serait enfin habitée par des gens qui l'apprécient. En attendant, les grands projets de mariage de Camille se sont effondrés. Puisque j'ai refusé de payer, elle a dû passer d'une salle chic au bord d'un lac à une mairie. Apparemment, cela a beaucoup embarrassé leur cercle social et le fiancé de Camille Luc n'était pas ravi non plus. Il ne voulait même pas un grand mariage. Camille lui avait promis qu'elle trouverait un moyen de payer, ce qui voulait clairement dire « ma sœur paiera ». Peu après que Marie a emménagé chez Camille, j'ai commencé à entendre des rumeurs de tension. Luc n'appréciait pas d'avoir sa belle-mère comme colocataire permanente. Marie, fidèle à elle-même, ne pouvait pas s'empêcher de se mêler de leur vie. Elle critiquait la cuisine de Camille, commentait la façon dont Luc gérait le foyer et devenait généralement insupportable. Quelques proches ont tenté de me culpabiliser pour que je pardonne à Marie et Camille. Ils disent que je suis allé trop loin, que j'aurais dû laisser Marie rester dans la maison, mais honnêtement, je m'en fiche. Ces mêmes personnes étaient silencieuses quand on me maltraitait, donc leur avis ne compte plus. Après le départ de Marie chez Camille, je pensais enfin avoir la paix. J'ai loué la maison, me suis concentré sur ma famille et j'ai coupé les ponts avec la plupart des proches toxiques qui essayaient de me faire culpabiliser. Pendant un moment, je n'ai rien entendu d'elle. Et franchement, j'étais soulagé. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. 2 mois après l'expulsion, un proche m'a envoyé un message
me demandant si j'avais entendu parler de ce qui était arrivé à Marie et Camille. Je n'avais rien entendu, et pour être honnête, je n'étais pas sûr d'en avoir envie, mais la curiosité l'a emporté. Alors j'ai demandé. Ce qu'on m'a raconté était aussi énervant que je l'avoue satisfaisant. Apparemment, Luc en a eu assez des interventions de Marie et a fini par donner un ultimatum à Camille, c'est elle ou moi. Camille était déjà sur la sellette à cause du fiasco du mariage. Rappelez-vous comment elle lui avait promis un grand mariage que j'étais censé payer. Quand ça n'a pas eu lieu, ils ont dû se contenter d'une petite cérémonie à la mairie, ce qui a embarrassé Camille devant ses amis et la famille de Luc. Luc lui avait dit de ne pas s'endetter pour le mariage, mais elle n'a pas écouté, ce qui a provoqué beaucoup de tensions dans leur couple. Avec Marie vivant chez eux, les choses n'ont fait qu'empirer. Marie critiquait la cuisine de Luc, sa façon d'élever leur enfant, ils ont un tout petit, et même la façon dont il parlait à Camille. Elle donnait son avis sur la gestion de leurs finances, ce qui était ironique vu ses propres déboires. Luc a essayé de supporter, mais après une dispute particulièrement violente, où Marie l'a accusé de ne pas être assez homme pour sa famille, il a dit à Camille, « C'est elle ou moi ». Camille a supplié qu'il revienne sur sa décision, mais il a tenu bon. Le plus fort, c'est que Marie n'est pas partie discrètement. Quand Camille lui a annoncé l'ultimatum de Luc, elle a explosé. Elle a accusé Camille de l'abandonner comme tout le monde, et a même menacé de la rayer de son testament. Une menace creuse vu que Marie n'a rien allégué. Cela a mené à une énorme dispute entre elle et Camille, frustrée et probablement gênée, a dit à Marie de se débrouiller seule. Alors, où est allée Marie? Sans surprise, elle a essayé de me recontacter. Elle m'a envoyé un email. Oui, un email puisque je l'avais bloqué partout ailleurs, pour me demander si je reconsidérerais la possibilité de la laisser revenir dans la maison de Lyon. Elle a écrit à quel point la vie avait été cruelle avec elle et à quel point elle avait toujours fait de son mieux en tant que mère. Elle a même essayé de présenter ça comme une opportunité pour nous de guérir et de reconstruire notre relation. Je n'ai même pas répondu. À ce stade, ces tentatives de manipulation étaient juste pathétiques. Après mon silence, Marie a tenté de culpabiliser d'autres membres de la famille élargie pour qu'ils l'hébergent. La plupart ont refusé tout de suite, probablement parce qu'ils ont vu comment elle fonctionne. Une cousine éloignée a accepté temporairement, mais après 3 semaines, Marie a dû partir. La cousine n'en pouvait plus de ses exigences et de ses plaintes incessantes. Quant à Camille, elle fait maintenant face aux conséquences de ses choix. Luc ne l'a pas quittée, mais leur relation serait très fragile. Entre les dépenses du mariage, le drame de Marie et le refus de Camille d'assumer ses responsabilités, Luc a commencé à se détacher émotionnellement et financièrement. Il a même suggéré une thérapie de couple, mais Camille raconte à tout le monde que le problème, c'est lui, pas elle. J'ai aussi entendu que Camille se plaignait à la famille du fait que j'avais tout reçu de papa. Selon elle, si j'avais partagé l'héritage, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle oublie commodément que pendant les derniers mois de papa, elle et Marie l'ignoraient et me traitaient de méchante parce que je prenais soin de lui. C'est toujours la faute des autres avec elle. Malgré leur drame, je vais très bien. Louer la maison de Lyon a été la meilleure décision de ma vie. Les locataires sont une famille formidable qui aime et respecte vraiment l'endroit. Le loyer m'a apporté la sécurité financière et m'a permis d'investir pour l'avenir de ma fille. Mon mari et moi réussissons dans nos carrières et nous avons commencé à préparer des vacances en famille tant attendues. Quant à Marie et Camille, elles vivent désormais les conséquences de leur choix. Marie passe de canapé en canapé chez des proches et Camille est coincée dans un mariage au bord de l'effondrement. Je ne leur souhaite pas de mal. Je m'en fiche tout simplement. Leur drame n'est plus mon problème. Et cette prise de conscience a été la chose la plus libératrice de toutes.